On est très heureux de vous accueillir dans notre atelier Becoming qui va être consacré au Digital Asset Management. Donc, est-ce que parmi vous déjà, certains ne savent pas du tout ce que c'est? Ou est-ce que tout le monde est déjà familier avec ce que c'est que le DAM? Bon, bah, tant mieux, si on n'a pas réexpliqué forcément la définition. Pour être simple, c'est la gestion et la diffusion de tous les contenus de communication et des contenus de marque. Et donc aujourd'hui, nous, on a pris un angle un peu particulier. On a voulu vraiment partager des retours d'expérience de deux de nos clients, qui sont Engie et Orange, autour de la mise en place de leur projet de DAM, et surtout autour de quels sont un peu les facteurs clés du succès quand on met en place un projet de DAM, et notamment comment on le fait réussir dans la durée. Et donc je remercie à nouveau tous nos clients d'être là, d'avoir accepté de participer à cet atelier et surtout d'avoir accepté de venir témoigner et partager leur retour d'expérience. Donc on a organisé un petit sommaire, on a essayé de structurer l'atelier en 3 temps. Donc on va le voir à l'écran. Donc on s'est dit qu'en premier, ce qui était intéressant de partager avec vous, c'était qu'est-ce qui a déclenché le projet, quelle est la genèse un petit peu du projet et quels sont un peu les critères qui sont importants quand on choisit une solution de DAM. Ça, c'est la première partie. La deuxième, elle va plutôt tourner autour de réussir son projet de DAM. Quand on l'a mis en place, c'est pas fini en fait, il faut continuer. Donc il faut embarquer les utilisateurs, il faut réfléchir à comment ce DAM qu'on a ouvert, il va continuer à être pérenne dans la durée. Et puis la dernière partie est intéressante, ça va plutôt être sur la place du DAM dans l'écosystème d'une entreprise ou d'une marque, de comment un DAM il peut marcher avec d'autres outils qui sont intégrés dans l'écosystème d'une marque, quelles sont les règles de gouvernance qu'il faut mettre en place, parce que c'est très important, on ne peut pas avoir un DAM sans gouvernance. Je spoil un petit peu le thème et vous verrez tout à l'heure. Et puis on voulait parler aussi du patrimoine de marque. Parce que ce qui est intéressant aussi dans un projet de DAM, c'est que bien sûr il y a des contenus qui sont produits tous les jours, mais il y a aussi tout cet aspect conservation et valorisation du patrimoine d'une marque. Donc voilà un petit peu le sommaire. Donc là je vais passer la parole à Sarah. Oui, d'accord, vas-y, peut-être commence, puisque tu es au bout de la table. D'accord. Très bien, donc enchantée, je suis Sarah Timmerman, business développement chez Becoming. J'aurai l'occasion d'introduire en présentant notre société avant de passer la parole à nos partenaires. Voilà. Je vous laisse chacun vous présenter. Vas-y Nathalie. Bonjour, je suis Nathalie Goyard et je suis responsable des archives audiovisuelles chez Orange et je suis aussi product owner du DAM qui s'appelle chez Orange Master Media. Merci Nathalie, donc coéquipière product owner de Master Media Notre-Dame chez Orange. Je suis par contre responsable du brand site au sein du groupe Orange dans l'équipe de la Content Factory chez Stéphane. Merci. Bonjour, je suis Rémi Brunet, je suis de chez Engie. Je travaille à la DIRCOM et je suis responsable des projets dits transverses en fait, qui impliquent plusieurs directions. Et le DAM a été l'un de nos gros sujets de conversation et de travail au cours des dernières années. Voilà. Et du coup, c'est votre exposé, donc Stéphane Jost. Je suis le créateur et le patron de la Content Factory. Voilà, et donc je suis en fait, c'est l'entité, je crois qu'il y a déjà eu des confs sur ça, je crois, hier sur la Content Factory. C'est en gros une agence interne qui produit ou fait produire soit des outils de communication, soit du brand content pour la marque Orange. Merci à toutes et tous. Donc Sarah, je te laisse un peu présenter qui est Becoming. Merci. Donc effectivement, quelques mots. Becoming, c'est une entreprise qui existe depuis 35 ans, qui est dirigée par Christophe Levif. Et cette slide résume bien notre écosystème et l'organisation chez Becoming. Donc déjà, on vous dit que nous sommes le premier groupe de communication indépendant en France et en Belgique. Concrètement, c'est 300 collaborateurs solutionnistes et également 150 entrepreneurs qui font partie de notre écurie entrepreneuriale. On accompagne les marques donc, dans leur développement en France, en Belgique, mais également à l'international.
notamment via un réseau qui s'appelle ICOM, ici, qui est un réseau mondial d'agences de com indépendantes depuis 25 ans. Et notre offre aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler d'une seule voix et d'accompagner les marques de manière coordonnée sur 3 métiers que vous retrouvez ici, qui s'appellent, c'est éthique chez nous, c'est ce qu'on appelle notre secret sauce. C'est donc l'entrepreneurship, la tech innovation et la communication. La communication étant notre métier historique depuis 35 ans. Et donc notre raison d'être, c'est ce qu'il y a au centre de cette cible, c'est d'aider les marques à améliorer la vie des gens. Et je trouve qu'aujourd'hui la thématique, c'est une belle preuve d'aider les marques aussi en interne à améliorer la vie des gens. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ce qu'est éthique, donc l'entrepreneurship, c'est de l'accompagnement de dirigeants sur du lancement et sur de la transformation de projets. Je vais être assez synthétique aujourd'hui pour vous laisser la parole, mais l'entrepreneurship, ça va être un travail sur la vision, sur identifier des pépites de croissance pour aider les marques à se développer. Ensuite, nous avons la tech innovation, de l'inspiration. Alors, on a différents métiers dans ce département qui vont être l'étude, les plannings stratégiques. Nous avons également un studio tech, une start-up studio, et nous incubons également des start-up. Ce qui nous permet également, avec ces ressources, de pouvoir étudier des environnements et aider les marques à se lancer sur des marchés. Et enfin, la communication, qui nous permet aussi d'une seule voix d'intervenir sur tous les métiers de la com, que vous voyez ici à l'écran, le digital, la pub, l'event, les RP, le design, etc. Je pense qu'on pourra en discuter après coup, si vous le souhaitez, après cette conférence. Mais donc aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de faire un zoom sur le DAM, qui est aussi l'occasion d'avoir un outil interconnecté avec tous ces métiers. Donc Isabelle, je vais peut-être te laisser la main sur la présentation du DAM pour expliquer quel est ton rôle et ce qu'est le DAM. Ouais. Donc moi, je fais du conseil en digital asset management. Ça ne va pas me rajeunir, mais ça fait 25 ans que je fais ce métier. En fait, Becoming, on intervient à toutes les étapes du projet en fait, d'un digital asset management à partir du conseil. Donc on travaille sur le recueil des besoins, sur la construction d'un cahier des charges, jusqu'à aider les marques à choisir une solution. Et ensuite, on a des chefs de projet qui vont aider à la mise en œuvre concrète d'un DAM, donc à faire des étapes qui sont très importantes, des reprises de données, qui aident à faire toute la partie test, recette, qui font tout le onboarding des utilisateurs, parce que bien sûr, le DAM, il y a une partie technique, mais il y a une partie humaine, et on en parlera tout à l'heure. C'est très important de mettre en place des dispositifs de formation, de sensibilisation. Et puis, selon les besoins des clients, on a une équipe de documentalistes qui sont avec nous aujourd'hui, qui font le traitement documentaire, l'administration des bases de données, l'indexation, la gestion des droits, droits d'auteur, droits à l'image, la vérification de la bonne conformité RGPD, ça c'est très important, qui s'occupe aussi d'éditorialisation. Et puis, des marques à la fois Engie ou Orange ont des patrimoines historiques qui sont vraiment des vraies pépites, il y a des trésors d'archives, ce qui nous amène aussi dans nos prestations à faire des dispositifs éditoriaux et digitaux pour valoriser le patrimoine de marque, pour mieux le faire connaître, que ce soit en interne ou en externe. Voilà un petit peu ce qu'on fait nous en termes de prestations autour du DAM. Donc maintenant, on va commencer notre atelier. Donc on va commencer un petit peu à demander à la fois à Engie et à Orange quelle a été un peu la genèse du projet. Donc on va commencer par Orange. Alors comme l'a rappelé Nathalie, Orange donc, a une plateforme qui s'appelle Master Media, qui a été mis en ligne en 2019, donc ça fait quand même 3 ans finalement déjà, le temps a vite passé, avec la solution Equipic, qui est une plateforme qui est à la fois ouverte aux communicants et aussi aux agences, et qui maintenant regroupe quand même plus de 600 contributeurs et 50 000 médias, tous médias confondus, hein. Il y a des photos, des vidéos, il y a des sons, il y a des éléments de la marque, et avec à peu près 23 000 documents qui ont le statut d'archives et qui sont dans le fond déjà d'archives patrimoniales. Donc est-ce que Nathalie, je te laisse un petit peu raconter l'origine du projet ? Alors, l'origine du projet, elle vient des archives. En fait, nous sommes partis de 2 constats. Nous n'avions pas de solution pérenne et sécurisée pour conserver nos vidéos numérisées en fait, et les vidéos étaient stockées bêtement sur un disque dur externe, donc c'était pas terrible pour
pour la sécurité. Et puis nous avions un autre constat, c'est que nos images n'étaient plus alimentées en archives. Plus personne ne versait d'archives audiovisuelles au service. Et on s'est demandé pourquoi. À partir des années 2000, on n'avait plus de matière. Donc, on a décidé de faire une enquête auprès des communicants, un panel assez représentatif de producteurs communicants au sein de toutes les entités d'Orange. On a tapé un peu partout et on nous a pas mal répondu. J'étais assez contente du résultat et on s'est rendu compte malheureusement que les archives audiovisuelles n'étaient pas du tout connues dans le groupe. Et à 80%, les communicants ne connaissaient pas les archives audiovisuelles. Donc on s'est dit là, ceci explique cela, pourquoi on n'a pas reçu on ne verse plus d'archives, ça s'explique. Et puis aussi, on a aussi posé des questions sur la gestion de leurs images. Et en fait, on s'est aperçu qu'eux aussi n'avaient pas de solution sécurisée. Ils stockaient sur des disques durs externes, sur des solutions vraiment très hétéroclites. Les documents n'étaient pas indexés. Il y avait une gestion non harmonisée en fait des productions, des possibilités de doublons. On produisait les mêmes sujets dans différentes entités. Enfin bon, tout ça était un peu anarchique, on va dire. Donc voilà, on a décidé de mettre en place une plateforme qui aurait été accessible aux communicants afin qu'ils y déposent leurs images et qu'ils puissent les partager entre communicants. Et nous, aux archives, on aurait pu ainsi les récupérer et les passer en archives. Donc, à la suite de cette idée, moi je suis allée voir tous les principaux communicants producteurs du groupe. Je suis partie avec mon bâton de pèlerin faire le tour des communicants. Et j'ai proposé mon idée. Tout le monde était très enthousiaste. Franchement, on m'a suivi sur le projet. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane et Barbara à la communication groupe, qui eux avaient un autre souci. Voilà, donc Barbara va expliquer la suite du projet. Merci Nathalie. Donc le plaisir de rencontrer Nathalie effectivement tombé à pic, puisque chez nous, à ce moment-là, on était sur une solution de streaming vidéo qui était une solution, une plateforme en fin de vie. C'était un développement, une solution qui était interne, un développement un peu spécifique, mais pas pérenne. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'avec Nathalie, on a commencé à discuter de cette idée de documentation vidéo, photothèque, etc. Et qu'on s'est dit, ok, je pense qu'on est pas mal sur les mêmes attentes et les mêmes besoins un petit peu. Et c'est là qu'on a commencé à trouver un budget commun déjà. On a partagé un budget ensemble et on a décidé d'être deux pilotes dans ce projet, puisqu'on avait deux finalités un petit peu différentes, mais qui se rejoignent à un moment donné, vous le verrez. Et avec plaisir, donc on travaille avec Nathalie depuis 3 ans. Et chez Engie. Alors chez Engie, l'histoire est un petit peu différente. En fait, en 2008, il y a eu une fusion entre Suez et Gaz de France. Ça a été un peu un choc des cultures. Et en fait, très concrètement, nous nous sommes retrouvés avec 4 plateformes. Nous avions une bibliothèque virtuelle qui permettait l'accès à peu près 300 publications qui étaient donc digitalisées, que vous aviez possibilité de télécharger en PDF, que vous aviez possibilité de réclamer en version papier, que vous aviez possibilité de voir donc à l'écran. Vous aviez un photo center, vous aviez un brand center et vous aviez donc un photo center. Donc chacune de ces 4 solutions reposant sur des technologies différentes, sur des historiques différents, sur des process différents. Et elle marchait plutôt bien, c'est-à-dire qu'indépendamment ça marchait plutôt bien, mais on sentait quand même qu'on stagnait. La logique de la gestion des assets n'était pas forcément au bout du jour. En fait, la chance que nous avons eue, et c'est pour ça que je suis ravi d'être là aujourd'hui, c'est que sur le Photo Center et le Video Center, nous travaillons déjà avec Becoming, même avec l'entité antérieure. Et très concrètement, ça a été l'occasion de se mettre, il marche pas, au goût du jour sur le DAM.
Nous avons rencontré des acteurs, nous avons eu des beaux cas de démonstration, notamment avec le prestataire qui s'est imposé après. Et en fait, on a vu le chemin qui nous restait à parcourir par rapport à nos solutions existantes, qui étaient très honorables, mais qui vraiment étaient sur une logique de gestion au jour le jour, qui ne capitalisait absolument pas sur les assets et sur la valorisation des assets, et notamment avec des freins, des écueils sur tout ce qui était la législation, droit à l'image, droit d'auteur, et surtout RGPD. Donc là, nous avions vraiment une lacune, une carence, qui s'est confirmée depuis, enfin, on va dire l'importance du RGPD s'est confirmée depuis. Et du coup, nous, dès 2019, on a cogité sur, très concrètement, une évolution et l'idée de fusionner les 4 plateformes en une, mais qui soit donc un espèce de hub d'âme pour les remplacer. Et donc ça a donné lieu du coup à un site qui s'appelle le Media Center, donc qui est sorti il y a 1 an seulement. Oui, 1 an. Oui. Voilà, avec la solution Vedia. Donc c'est un Media Center donc, qui gère les photos, les vidéos, les éléments de la marque, puisqu'on a effectivement fusionné plusieurs plateformes, vous l'avez compris, qui gère aussi des rushs, ça c'est aussi intéressant, il y en a aussi d'ailleurs dans la plateforme d'Orange, et qui réunit à peu près 20 000 médias en ligne, et puis une grosse partie d'archives, parce que comme vous l'avez compris, ce Media Center c'est l'héritage de toute l'histoire de Gaz de France et de Suez, donc le canal de Suez, voilà, toute l'histoire en fait industrielle, ce qui fait qu'il y a énormément d'archives, il y a plus de 200 000 photos d'archives et il y a plus de 28 000 à peu près films, alors pas tous numérisés, mais 28 000 en fait, films qui sont référencés en fait, dans cet outil, et c'est une plateforme qui est ouverte à tous les salariés du groupe Engie et aux agences qui travaillent en fait aussi pour Engie. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la genèse de tous ces projets. Le deuxième aspect qu'on voulait voir, c'était, on a parlé ensemble, quand on a préparé la conférence, de comment on choisit un outil de DAM, quels sont les critères qui sont essentiels pour choisir un outil de DAM. Donc on est un peu tous tombés d'accord sur le fait que tout part de l'expression du besoin des utilisateurs. Ça paraît trivial et ça peut paraître basique, mais c'est extrêmement important. Donc côté Orange, on a organisé énormément d'ateliers et de workshops dans la continuité de ce qu'a expliqué Nathalie. On a fait un peu le tour de toutes les entités, on a associé différents métiers, on a travaillé sur des use cases, c'est-à-dire sur des parcours d'utilisateurs, on a essayé de réfléchir à quels seraient les futurs workflows qui seraient importants de mettre en œuvre pour permettre une bonne contribution, une bonne alimentation de la plateforme. Donc, en tout cas, moi, le conseil que je vous donne, c'est de passer du temps sur cette partie, c'est pas anodin. Parce qu'un DAM qui réussit, c'est un DAM qui rend service à ses utilisateurs. C'est pas de prendre forcément certaines techniques parce qu'elles paraissent attractives, c'est vraiment de co-construire ce projet. Et je crois que du côté d'Orange comme d'Engie, il y a vraiment eu cette volonté de la co-construction en fait, du cahier des charges et de l'expression des besoins. Donc, et puis plus votre cahier des charges est complet et précis, plus vous pouvez avoir des réponses pertinentes de la part des éditeurs de logiciels que vous allez solliciter, c'est quand même très important également. Et puis un autre aspect qui est important, c'est que pour vraiment, une fois que vous avez les réponses des éditeurs, donc il y a eu des appels d'offres classiques, côté Orange, il a été décidé d'organiser un POC, donc, bon, acronyme, mais ça veut dire Proof of Concept. En gros, c'est qu'on demande, souvent ça concerne les finalistes dans un appel d'offres, on leur demande de mettre à disposition une plateforme un peu type, avec un petit peu de contenu qui vienne quand même de la marque, et puis ça va permettre comme ça d'aller tester vraiment en réel et de regarder l'ergonomie de la plateforme, parce que bon, un cahier des charges et une réponse d'un éditeur, c'est bien, mais ce genre de process, ça permet d'aller tester l'ergonomie, de voir si c'est simple d'utilisation, vraiment d'appréhender de façon très concrète en fait l'outil lui-même. Et là, je vais peut-être redonner la parole à Barbara, parce qu'en plus, le POC, lui aussi, il a été co-construit d'une certaine façon. Oui, alors le POC, super intéressant pour nous et ultra utile pour embarquer tout de suite les futurs contributeurs sur la plateforme. On l'a fait avec des contributeurs essentiellement communicants, mais pas que. Il y avait peut-être aussi des marketeurs, anglophones et francophones d'ailleurs,
tout de suite. Et l'idée était vraiment de tester avec eux la solution la plus fluide, la plus simple et la plus interactive quelque part, parce que chez nous, on a énormément d'outils métiers à la communication, et à chaque fois qu'on ouvre un nouvel outil, les gens sont plutôt très réfractaires. Donc on souhaitait vraiment embarquer tout de suite les personnes, comme on l'a fait dans d'autres créations d'outils digitaux nouveaux. Je pense aux intranets en particulier, je viens de là. Donc c'était un peu d'ailleurs à la même période, on a fait d'autres POC en parallèle. Du coup, voilà, ça permettait évidemment d'embarquer les gens. On avait une trentaine de personnes, c'était pas beaucoup, mais c'était des référents pour nous qui nous ont vraiment aidés à choisir. On avait vraiment une grille de tests et de notation pour chaque outil. On avait monté des scénarios de tests, évidemment aussi. Donc c'est quelque chose encore qui se prépare, mais qui mérite vraiment d'être fait, mérite un petit budget peut-être supplémentaire dessus, je le dis vraiment franchement. Et je dois dire aussi que ce qu'on a fait sur le POC n'a pas été perdu au final, puisqu'on a avancé là-dessus pour faire ensuite évoluer la plateforme choisie, quoi. Quand vous associez à cette étape-là, en fait, vous m'a dit Barbara, des contributeurs, en fait, quelque part, demain, ils seront les ambassadeurs de votre outil, puisqu'ils auront participé à la sélection de la solution, ils auront donné leurs idées, ils auront un retour d'expérience. Donc ça, c'est très utile pour la partie dont on va parler là par la suite, de l'onboarding, de comment on fait pour embarquer les utilisateurs dans cet outil. Est-ce que Rémi, tu veux ajouter quelque chose sur cette partie? En fait, je vais confirmer ce que tu disais. Chez Engie, nous ne manquions pas de compétences techniques sur les sujets, donc il y a une grosse culture sur la techno. Par contre, nous sommes partis sur l'évaluation des 4 plateformes existantes et nous les avons disséquées. Nous avions beaucoup de baromètres d'utilisateurs. Nous avions beaucoup d'études, je veux dire, conso, et du coup, en fait, on s'est vraiment placé dans une dimension, comme disait Isabelle, contributeur, utilisateur. On a essayé de faire fi de la dimension technique, sachant que l'objectif était d'avoir un cahier des charges très explicite, qui a été synthétisé quand même en 6 objectifs, donc ce qui est déjà une partie de plaisir quand il faut les interpréter et y répondre. Mais nous sommes toujours restés sur la dimension, entre guillemets, utilisateur, donc nos clients en quelque sorte. Et du coup, on a laissé la responsabilité aux compétiteurs en lice de traduire nos objectifs en back et en front office. Donc a priori, ça a plutôt plu, ça a plutôt bien marché. On a eu la satisfaction d'avoir des retours très positifs du cahier des charges par 3 des 4 compétiteurs, donc on était assez contents. Et très franchement, on a eu une très belle consultation, une très belle compétition. Isabelle pourrait le confirmer parce qu'elle en a été témoin. Et le choix final entre les deux derniers a été assez dur. C'est-à-dire que vraiment, on avait 2 conceptions et du coup, on voit très bien qu'à partir d'un même cahier des charges, mais qui ne les enferme pas techniquement, il y a des interprétations et je crois qu'on a eu 2 beaux compétiteurs. Et ça a été assez dur. Il y a eu un 2e tour, il y a eu une évaluation, il y a eu et ça s'est passé comme ça. C'est vraiment passé comme ça. Mais nous sommes vraiment rentrés par la dimension contributeur et utilisateur, c'est le final. Donc, une fois qu'on a choisi sa solution de dame et qu'on l'a mis en place, il y aura une question qui est cruciale, c'est que comment on va faire pour embarquer les utilisateurs, pour donner toutes les chances de réussite au projet qu'on va mettre en place. Et puis, il y a une deuxième question aussi, c'est comment on va faire que dans la durée, on s'assure que le DAM reste utilisé, que le maximum de contributeurs viennent enrichir le projet. Donc là, je vais passer la parole à Barbara sur quel est son avis sur la réussite d'un DAM. Merci Isabelle. Alors, comment on embarque les utilisateurs, les contributeurs? On leur a dit c'est super, c'est facile, c'est intuitif, ça va valoriser surtout le travail que vous faites sur vos assets, ça va vous permettre de les distribuer plus facilement, de les indexer correctement pour qu'ils soient exploités par des communicants tierces, parce que nous on est plutôt sur un back-office qui est un peu un bac à sable, j'ai envie de dire, très formaté quand même.
qui permet voilà, de récupérer des vidéos, par exemple, créées autour d'une certaine thématique et distribuables sur un intranet, un site web, par quelqu'un qui a besoin d'une thématique 5G ou autre. Donc, vraiment la facilité, l'interactivité et le collaboratif. La plateforme, enfin l'application que nous avons choisie aide vraiment à changer, vraiment à transformer la méthode de travail, le mode de travail de nos contributeurs, hein, puisque aujourd'hui, et je vous le dis très franchement, exit les WeTransfer, exit les mails, exit les passages clés, disques réseau, autres. Tout se passe dans notre DAM, dans notre master média. Les gens déposent, indexent, valident, vérifient, modifient, font naître l'asset, le font vivre et on l'archive derrière. Donc vraiment, toute cette vie de l'objet se fait en tout un an. Cet aspect collaboratif ultra important et qui facilite du coup tout un tas d'échanges, d'autant que la plateforme est accessible en interne pour tout contributeur qui est sur un VPN Orange, à l'externe aussi si on travaille sur un séminaire ou un événementiel externe. Sur la continuité aussi très importante et l'accompagnement, c'est les formations, des formations ciblées. À chaque fois que l'on prépare une formation avec Isabelle et ses équipes, on cible vraiment les gens parce qu'on se rend compte que tel contributeur a plutôt des faiblesses ou des questionnements sur tel ou tel sujet. Donc on cible beaucoup ces formations et on les régule. On régule aussi beaucoup ce qui est produit par les gens, on les interpelle, parfois de manière un peu... on les sollicite, n'est-ce pas Nathalie? Bon. Voilà, parce que on se rend compte que l'indexation n'est pas tout à fait respectée. Il y a des choses qui ne sont pas respectées. On a été obligé de monter une charte aussi hein, de ce qui est déposé en termes de contenu, parce qu'on a voulu vraiment donner une gouvernance très spécifique sur ces contenus, éviter qu'on ait de tout et n'importe quoi. Je prends toujours le même exemple du pot de départ du manager de l'unité d'intervention de Rhône-Alpes, hein, je dis n'importe quoi, que j'aime beaucoup les managers de là-bas, mais voilà, c'est pas tout à fait la typologie de contenu que l'on souhaite nous distribuer côté Corp. Je pense que c'est... La valeur que ça apporte dans le quotidien de travail des personnes. Donc ça nécessite quand même un accompagnement personnalisé, parce que même si les personnes sont de très bonne volonté, tout le monde a envie de contribuer, malgré tout, c'est un nouvel outil quand même à acquérir. Il faut lever un petit peu les inquiétudes éventuelles, expliquer, et ça a donné lieu à toute une série d'ateliers de sensibilisation qu'on continue toujours aujourd'hui, parce qu'évidemment il y a tout le temps des nouveaux contributeurs, donc il faut tout le temps quand même former. Et puis on apporte aussi effectivement toute une partie de conseils, de guidelines pour expliquer ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, et puis comme ça bien donner le sens. C'est important aussi de donner du sens aux choses. Et donc quand on fait ces formations, on explique aussi à quoi ça sert et en quoi ça va aider les personnes au quotidien dans leur travail. Donc est-ce que Nathalie, tu veux rajouter un petit mot ? Oui, moi je veux rajouter un mot quand même important, parce qu'on pense aux utilisateurs, mais il faut penser aux administrateurs. Et nous qui sommes administratrices, il nous faut une solution simple à utiliser. Et l'avantage de notre plateforme, c'est que nous, on peut administrer très facilement la plateforme. Et ça, il n'y a pas de blocage. Notre éditeur, en plus, est quand même très souple. Quand il y a des modifications à faire, ça va vite. Voilà. Et ça, il faut faire attention quand vous choisissez un éditeur à ce qu'il ne vous bloque pas toute cette souplesse. Et ça, c'est très confortable pour les administrateurs. Voilà. Donc ça, il faut être regardant là-dessus. J'attire votre attention là-dessus parce que nous, on s'en rend bien compte. Et on a vu aussi des cas où c'était plus difficile à administrer parce que l'éditeur verrouillait beaucoup de choses. Voilà. Donc nous, on a une souplesse très appréciable. Je pense que vous avez peut-être envie de poser des questions. On va peut-être un petit peu accélérer. On savait qu'on serait juste sur le délai. On avait envie de partager beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Donc on va passer peut-être à comment on garantit la réussite d'un DAM dans la durée. Et je vais passer la parole à Stéphane pour nous parler de ce sujet. Merci. Qui dans la salle a l'intention d'avoir un DAM ?
par exemple? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui savent qu'ils pourraient en avoir besoin ou pas? Parce que c'est voilà, vrai que c'est un outil qui est hyper pratique, mais c'est un outil qui est aussi, au début, assez complexe et même c'est puissant, mais c'est pénible. C'est-à-dire que dans le change d'administration, au début c'est plus simple. Hein. Vous prenez vos médias, vous les mettez dans un disque dur, vous mettez dans le tiroir et c'est fini. Là, on vous demande concrètement à chaque fois de rajouter un titre, de rajouter une description, des dates de droit, etc. Donc quand on upload un média, c'est pas juste fait en 2 secondes. En revanche, après, ce qu'on a fait là, c'est un temps qui est gagné et qui est colossal. Et surtout, c'est une vitrine pour les... Moi, je le vois. Orange, on est présent dans 26 pays. Hein. On est 140 000 salariés, d'accord, 1200 communicants. Donc, autant dire que ça fait énormément de monde à onboarder, d'accord. Et surtout, la puissance d'avoir un serveur de streaming interne pour nos médias, de diffusion, etc., qui viennent se plugger ensuite sur tous nos médias, que ce soit le site corporate externe, le site corporate, enfin, l'intranet, sur les réseaux sociaux, parce que, par exemple, une vidéo, aujourd'hui, vous l'uploadez sur YouTube, c'est super, hein, mais une fois qu'elle est uploadée, vous l'oubliez, dans 2 ans, vous n'avez plus les droits, mais en revanche, le producteur, lui, se souvient bien que votre vidéo est toujours en ligne. Alors que sur Master Media, le jour où c'est publié via Master Media, enfin, Keepic, hein, puisque c'est notre solution, notre partenaire, donc via Keepic, c'est posté sur YouTube, mais le jour où il n'y a plus les droits dans Keepic, automatiquement, la vidéo est retirée. C'est tout simple. Mais si on arrive à montrer tous ces bénéfices en fait, d'un asset manager, finalement, les pain points qui sont là au début, ils finissent par disparaître. Et ceux qui, au début, étaient très réticents, et j'en ai eu beaucoup dans mon équipe, puisqu'on a monté la Content Factory en même temps qu'on a pris cet outil, parce que c'est un outil, c'est un must-have. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une Content Factory si on n'a pas un Digital Asset Manager. C'est la base. Voilà, c'est vraiment la base. Alors après, on peut rajouter des nice to have, ce qu'on a aussi, c'est-à-dire un site de marque où on reprend nos assets de marque pour les communicants, pour avoir aussi un brand management, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la base de la base, quand vous produisez et que vous avez des assets, il faut les valoriser. C'est là où un asset manager est vraiment essentiel. J'avais envie de te demander, Stéphane, quand même, quel est le ROI positif, en fait, quand même, que tu as constaté? Alors ça coûte un peu d'argent, mais ça vous fait gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez le nombre dans une entreprise, quelle que soit sa taille, hein, on ne parle pas d'une PME où il y a 2 communicants, mais si on est déjà sur une boîte d'une certaine taille, en fait l'avantage c'est que, et ça je pense que chez NJ vous devez avoir la même, on est beaucoup de communicants et on est beaucoup qui produisent. Chacun produit, ça fait sa petite production qui reste dans son coin, sur un disque dur, puisque c'est pas partagé, puisqu'on n'a pas de durée des droits, et surtout puisqu'ensuite on n'a pas d'archivage, j'entends au sens d'archive, une fois qu'on a pris le droit de garder quand même les médias en mémoire, finalement on n'arrive pas à valoriser ce patrimoine. Donc là, d'abord ça vous permet de produire moins, parce que vous pouvez aller chercher et au lieu et republier déjà, ou vous pouvez faire adapter, ou vous pouvez le traduire, parce que ça permet aussi moi à des pays de revenir vers moi en disant bon, dis donc cette vidéo elle est vachement bien, est-ce que je peux la voir en espagnol? Est-ce que je peux, voilà. Donc, au lieu qu'ils aillent produire une vidéo, maintenant ils commencent à avoir l'habitude de se servir de ça pour se dire tiens, voilà, je vais regarder, je vais fouiller, et c'est là où ce travail d'indexation au début, ça a été un peu de temps, mais c'est beaucoup d'argent gagné derrière. Merci Stéphane. Donc, on va aborder la dernière partie, donc la place du DAM dans l'écosystème de l'entreprise. Donc, peut-être passer la parole à Rémi, peut-être pour parler quand même de cette problématique, puisque dans le DAM NJ, il y a aussi une interconnexion avec d'autres outils, avec un module YouTube, comme Stéphane l'a aussi précisé. Donc, vas-y. On a 2 origines différentes, mais je vois qu'on avait les mêmes problèmes. Et notamment sur, puisque nous, c'est potentiellement ouvert à 60 000 collaborateurs, tout le monde n'est pas un communicant avéré, rompu aux dernières techniques, et notamment, nous, je revenais sur tout ce qui était droit, d'utilisation. En fait, nous avions un gros progrès à entreprendre, et ça a été plutôt bien. Très concrètement, l'une des premières actions qui a été faite avec Becoming, ça a été de faire notamment des petites vidéos de mémoire, des petites... Donc au début, ça a été trouvé assez simpliste. On a eu quelques réflexions, notamment de nos juristes. Il aurait été plus facile pour eux de commenter l'article 111 du Code de la propriété intellectuelle. Je vous invite à le regarder de fond en comble. C'est intéressant, vous avez tout. Mais pour un communicant, je ne suis pas sûr que je sois très percutant.
Donc nous avons fait une petite vidéo sur le droit à l'image, droit d'auteur. Le RGPD. RGPD, bien évidemment. Hein, et ça a été plutôt très bien perçu. Et donc on était très contents. Hein. Je rappelle quand même que le RGPD, en 2021, ça doit être 1,2 milliard d'amendes. Hein. Bon, alors bien sûr, il y a Amazon, hein, et il y a Luxembourg avec les 700 millions, mais je crois que la CNIL est deuxième avec 214 millions d'amendes. Donc c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sortez des clous, vous faites taper sur les doigts. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphane, on avait les mêmes. On avait beaucoup de petites bases qui existaient, beaucoup de productions locales, très très locales, hein, parfois même municipales. Et du coup, c'était stocké, ça reparaissait, parfois on était complètement hors des clous. Donc là, vraiment, notre Media Center a été vraiment un gros progrès. Et notamment, l'un des facteurs clés de succès, ça a été aussi de conférer un nouveau statut aux contributeurs qui sont devenus des acteurs et des bâtisseurs du fonds d'Engie. Donc c'était aussi par la formation, par l'interactivité, et puis également pour les utilisateurs qui en fait ont été perçus, qui ont été présentés comme des personnes, comme des acteurs professionnalisant Engie dans sa globalité. Donc aussi bien le contributeur que l'utilisateur avaient une valorisation professionnelle dans cette solution. Ouais, si je résume un peu, donc vous avez compris, il y a l'importance de la co-construction tout au long du process. Il y a la question de la gouvernance, telle que l'ont évoqué Stéphane et Barbara sur des guidelines. Il y a la question de l'onboarding, donc le côté humain finalement en fait d'un projet de DAM. Et il y a le côté acteur des contenus. Ce qui est intéressant dans un DAM, c'est pas que ça soit seulement un gestionnaire de contenu, c'est que ça remonte en amont en étant acteur des contenus, en favorisant la contribution. Mais un DAM, ça peut aussi vous permettre, en vous donnant une photographie à l'instant T, votre fond, de repérer les lacunes et de remonter sur la production de contenu, puisque ça va vous permettre de voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et c'est vraiment un positionnement qui est intéressant à avoir. Donc peut-être, Barbara, pour expliquer aussi la place du DAM dans l'écosystème d'Orange, avec notamment l'ouverture du DAM, son interconnexion avec d'autres outils. C'est un aspect intéressant et qu'il faut prendre en compte si vous avez un projet DAM ou si simplement vous envisagez aussi de changer d'outil ou de le challenger. On a, comme je disais tout à l'heure, une panoplie de plateformes digitales chez Orange à travers lesquelles on distribue le contenu. Donc, avec notre solution applicative, on a une valise de API qui nous permettent aujourd'hui de connecter notre DAM à de l'intranet, à de brand sites, des médiathèques financières, des choses plus ou moins ouvertes. Hein. On a aussi des plateformes de distribution qui sont exclusives à l'interne, etc., etc. Encore une fois, le back-office de contenu reste le même, et puis hop, on distribue, on ne duplique plus le contenu. Hein, ça c'est fin de duplicate content. Hein, c'est une grande, chez nous c'était vraiment très très récurrent ça. Et donc voilà, on upload des choses directement depuis le DAM pour distribuer, on va dire, sur ces plateformes de communication interne-externe. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire et qu'on continue de faire. Hein. Typiquement sur l'intranet, en tout cas, c'est assez pratique pour nos contributeurs qui sont souvent les mêmes. Hein. Ceux qui contribuent dans le DAM contribuent sur des intranets. Lorsqu'ils vont créer un article, un contenu et rechercher une photo, une vidéo, aujourd'hui ils vont la télécharger, la poser sur leur desktop, ensuite la récupérer. Là, on va pouvoir connecter le search, le moteur, directement de Notre-Dame avec le CMS utile pour créer ces contenus. Voilà. Et donc la vie de l'asset va rester, encore une fois, reliée. Et puis, n'oublions pas qu'il y a tout un système de notification lorsqu'un asset est en fin de vie et que les droits se terminent et que la distribution va s'arrêter à un moment donné. Voilà. Il y a tout un système de notification avant la fin de vie de l'asset et l'archive. C'est très important. Ouais. Eh ben, tu fais la bonne transition, Barbara, merci, puisque notre dernière question, c'était de parler de la valorisation du patrimoine de marque, donc du côté archive et du côté histoire. Nous, les dames, on en est très contents aux archives parce qu'enfin, on récupère maintenant les productions audiovisuelles institutionnelles du groupe. Donc ça, c'est ce qu'on n'avait pas depuis 20 ans. Hein, voilà. Et puis, cet outil nous permet aussi de valoriser nos images puisqu'elles sont maintenant accessibles à tous les communicants
Et tous les communicants peuvent nous demander l'utilisation de ces images. Alors évidemment, il y a des contraintes de droit, il y a un contrat signé en interne, bon, voilà. Mais toutefois, nos images maintenant sont enfin exploitables et visibles. Avant, il fallait que je fasse venir les gens dans mon bureau pour visionner la vidéo. Et les gens me disaient, oui, celle-là, je la retiens, celle-là, je la prends pas. Et je l'envoyais après par WeTransfer, quoi. Donc, vous imaginez maintenant la facilité, j'envoie un lien et c'est bon, la personne télécharge et tout va bien, quoi. Pour nous, on a vraiment gagné en visibilité. Vraiment, ça a été un gros changement pour les archives. Hein. Merci Nathalie. Est-ce que Stéphane, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Ouais, moi j'ai juste un dernier truc quand même, parce que c'est en fait, c'est un outil très green aussi. Je vais prendre un exemple en termes de collaboratif, vous allez très vite comprendre. Vous êtes sur une production de vidéo, vous êtes 5 autour de la table à produire. Le producteur et puis 4 personnes en interne. La vidéo, elle fait 100 mégas. Vous avez 5 versions de la vidéo, ça fait 2 gigas 5 si chacun vient télécharger la vidéo. Là, elle est uploadée une fois, d'accord, dans sa qualité. Ensuite, il y a un lien de streaming. Et donc, tout le monde travaille avec le même lien. Et après, à chaque version, vous n'avez pas un nouveau lien, vous remplacez simplement dans le fichier source. Ça fait un versionning, donc après, vous pouvez même aller chercher les archives, mais vous avez toujours le même lien, d'accord? Et en plus, c'est streamé avec un débit adaptif et plutôt bas, d'accord? Comme ça, on va se dire que, voilà. Ben, en gros, en termes de débit, vous avez consommé à la fin sur le même projet 500 mégas versus 2 gigas 5. Vous imaginez, fois le nombre de vidéos produites rien qu'à Paris, rien qu'en France, rien qu'en Europe ou dans le monde, un DAM, c'est un outil qui, honnêtement, hein, sur la sobriété numérique, est absolument génial. Merci Stéphane, c'est évidemment une problématique extrêmement importante dans la période qu'on vit. Donc maintenant, je propose qu'on passe à des questions. On est le dernier atelier de la journée, alors on peut peut-être mordre un peu sur l'horaire, on va se permettre un petit peu. Donc est-ce que, du coup, certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas, je sais que la première question, c'est toujours la plus difficile. Mais allez-y. Je vais faire passer le micro peut-être. Publier depuis le DAM, c'est ça en fait. Vous pouvez publier par exemple sur les réseaux sociaux un contenu depuis le DAM, c'est possible ça? Oui, d'accord. Et alors deuxième question, une fourchette, hein, j'ai compris que ça avait mis du temps, donc combien de temps? Un certain temps, hein, plusieurs mois, et combien pécuniairement parlant? Une fourchette. Hein. Pour le temps, chez Orange, ça a été 3 ans. On s'y est pris en 2016 et le projet a vu le jour en avril 2019. Si on veut faire les choses comme on les a faites, hein, c'est-à-dire en poussant vraiment la consultation et en faisant un travail collaboratif avec les futurs utilisateurs. Voilà. Il faut y consacrer du temps, mais on y est arrivé. Alors, moi j'avais une question du coup. Ça serait plus pour Orange, mais peut-être aussi pour Engie. Donc, j'entends que les médias, finalement, que vous avez dans votre DAM, c'est pour du brand content, c'est pour de l'archivage aussi. Mais il me semble que vous devez avoir aussi un DAM, ou alors c'est le même pour tout ce qui est gestion des photos que vous avez sur vos sites e-commerce pour vendre des produits. Et dans ce cas-là, pourquoi pas le même DAM? Est-ce que c'est le même ou est-ce que vous en avez deux? Et est-ce que c'est le même cas de figure chez Engie? Alors aujourd'hui, effectivement, le DAM dont on parle côté Corp est exclusivement destiné à de la communication corporate, pas trop commerciale. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train petit à petit de récupérer des fonds nouveaux, dont bientôt le Fonds France aussi, qui va intégrer un certain nombre de contenus, tous les contenus photos de notre brand site, les photos libres de droit que vous trouvez sur nos supports corporate orange.com par exemple, viennent du DAM. Voilà. Donc, à la base, je vous dis, on devait être juste la petite écorpe à utiliser ce DAM. Aujourd'hui, on a la Pologne, on a les UK, la Roumanie, Orange Innovation, enfin voilà. Donc, on récupère Orange Bank aussi, bientôt on va migrer toute une série de contenus. Donc on le fait tout doux,
parce que ça se régule, ça se règle, ça prend un peu de temps. Ça permet aux entités aussi de cleaner avant de migrer tout leur contenu. Mais on reste toujours sur de la communication corporate, un petit peu commercial, pas trop. Voilà, on n'est pas sur un content management. Ok, donc si c'est des photographes qui déposent des photos, des médias, du coup ils en ont deux. Ils en ont un peut-être pour le e-commerce et un plus corporate. C'est ça que je comprends. Alors, chez nous, les agences et les photographes désormais vont déposer des choses sur Notre-Dame s'ils travaillent pour notre catégorie de contenu. Voilà. Après, il y a des agences qui ont leur dame à eux et qui sont en train chez nous de lâcher parce que nous, on les oblige à travailler sur le nôtre. Okay. Ça va se contractualiser, quoi. C'était la même dynamique chez nous. Alors, par rapport à Orange, on est quand même plus restreint, puisqu'on a une année d'existence, on est à peu près sur 20 000 assets aujourd'hui. Donc on est principalement, comment dire, c'est constat la communication corporate et commerciale potentiellement, parce que c'est ce qui a été dit, on a un outil qui arrive, qui s'appelle le Content Picker, qui permettra de faire le lien direct entre le DAM et après les applications Microsoft, Word, éventuellement avec Photoshop. Et du coup, pour l'instant, on est dans cette dynamique. Aujourd'hui, Media Center est arrivé par le corps. On voit nous les débuts en ce moment au niveau du commercial. Il y aura des, c'est sûr qu'il y aura des ramifications, mais pour l'instant, on en est encore à ce niveau-là. Pour ajouter que le DAM, c'est quand même très puissant. Hein. Donc, comme on l'a dit, ça vous permet de piloter votre chaîne YouTube. Donc l'avantage, c'est que quand vous archivez un contenu dans le DAM, vous coupez aussi la publication sur YouTube. Donc c'est quand même très avantageux pour répondre un peu à votre question. Et puis Content Picker dont tu as parlé, Rémi, ça aussi, ça fait partie de, comment dire, de respecter les habitudes de travail des utilisateurs. C'est le Content Picker, c'est que vous êtes dans PowerPoint, vous avez besoin d'aller chercher une photo, vous avez un petit bouton qui vous permet de vous connecter directement au Media Center sans quitter votre environnement de travail. Donc là aussi, c'est quelque chose dont les utilisateurs vraiment perçoivent l'intérêt et la valeur, et c'est des gains de temps aussi, donc aussi des gains de productivité et des gains d'argent à terme. Est-ce que Stéphane, tu veux ajouter quelque chose? Non? Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Bonjour, alors excusez-moi, une question de béotien, parce que j'ignorais encore l'existence du terme DAM il y a 2 jours, et j'ai l'impression d'avoir une problématique qui est comparable à la vôtre dans une grande entreprise, où on a des choses existantes, et voilà. En gros, je travaille chez Renault Trucks pour ne pas citer l'entreprise, mais la question que j'avais, pour essayer de bien comprendre, et pour essayer aussi de voir quel est le stade de maturité auquel nous sommes, quel est le périmètre des ressources que vous mettez dans votre DAM? Parce que concrètement, nous par exemple, on a un Media Center qui est assez récent, dans lequel on va trouver des photos, des vidéos, pas forcément d'archives, mais aussi après des plaquettes, des ceci, des cela. On va avoir un document sur un périmètre plutôt France qui permettront d'imprimer des templates de newsletter, plutôt de la communication commerciale, etc., etc. On va se retrouver encore avec un autre outil qui permettra de faire de l'impression à la demande pour les concessionnaires, etc., etc. Et puis moi, qui fabrique du contenu, comme j'expliquais tout à l'heure, et ben aujourd'hui la question se pose parce que j'ai des photos de plus en plus, des vidéos, etc., etc. Je ne sais pas où les stocker, donc voilà. Ma question, je ne sais pas si elle est très claire, mais grosso modo, une fois de plus, oui, quel est le périmètre, quelles sont toutes les ressources que vous mettez dedans? Est-ce que c'est uniquement photo, vidéo, logo, ou est-ce que ça va au-delà? Et je rebondis un peu sur la question. Tu veux répondre, Stéphane? Oui. Alors, le périmètre, je pense qu'il n'y a pas de périmètre, en fait. On met ce qu'on veut dessus. Tout dépend après de la promesse qui est derrière. Barbara en parlait chez Orange. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, Rome, c'est pas bâti en un jour, hein, d'accord? Donc déjà, on partait sur le point des archives. C'est devenu ensuite le streamer vidéo chez nous. Et après, c'est devenu le Digital Asset Manager de la marque, d'accord? Après, parce qu'un jour, on s'est réveillé, on s'est dit, tiens, ça serait quand même bien d'avoir un Digital Asset Manager pour la brand. Et Nathalie nous a dit, mais en fait, votre streamer vidéo, c'est déjà un DAM. D'accord? Donc nous, on a fait le chemin à l'envers, en fait. On ne le savait pas.
Voilà. T'es comme Monsieur Jourdain. C'est un peu bête, mais finalement, c'est pratique. Après, ça allait très vite. Mais après, effectivement, nous, le but, effectivement, c'est qu'on est tout dedans, demain. Après, c'est beaucoup de gigas. Donc, c'est pas forcément bon non plus, parce qu'on habitue les gens aussi à en mettre beaucoup. Et après, on est dans une espèce d'obésité de facilité, de laisser un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc il faut faire du ménage, il faut pousser les gens aussi à écrémer, à nettoyer. On a des paniers collaboratifs, par exemple, quand on travaille, on se met plein d'éléments, soit des inspirations, des sources vidéo, etc. Bon, et à la fin, on a l'asset final. Bon, ce qu'il faudrait normalement, c'est que l'asset final, on le prend, on le range et on vide. Bon, on ne le fait pas forcément, mais ça va venir. Donc pour répondre à votre question, oui, chez Renault, d'ailleurs, vous en avez un très bien en plus. Hein. Votre Media Center, il est super bon chez Renault. Mais c'est pas le même chez Renault Trucks? D'accord. Bon. Mais en tout cas, je ne sais pas qui le gère chez vous, le Media Center, mais c'est effectivement quelque chose qui demain peut être couplé à d'autres outils qui permettent, là vous en avez parlé pour les affiches, c'est vrai qu'on peut faire des tonnes et des tonnes de choses. Hein. Je vous invite à vous rapprocher. En bas, il y a de très bons éditeurs, dont le nôtre. Hein. Bonjour, ils sont en marinière au fond de la salle, c'est pour ça que je les salue. Non, mais vraiment, c'est un outil qui est au début, c'est un peu comme un avion. Si vous pouvez vous contenter d'un truc avec un manche à balai, voilà, ça va décoller, ça va atterrir, c'est très simple. Avant de passer à un Airbus, il faut peut-être juste apprendre à piloter doucement, sinon ça fait peur, hein. Franchement, voilà. Donc c'est très puissant, mais il faut y aller doucement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller, peut-être pas en voulant tout mettre tout de suite. Ça, je partage sur le côté étape par étape. Ouais. Rémi? Moi, j'avais une réponse peut-être assez concrète. En termes d'ETP, chez nous, c'est 2 ETP. En fait, depuis ENJ, c'est suivi par 2 personnes. Après, on a une maîtrise d'ouvrage déléguée. Hein, avec Becoming, vous êtes combien? On a 2 documentalistes qui travaillent dessus. Donc, c'est voilà un peu le périmètre. Et juste un avantage aussi qu'on a trouvé énorme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'énergie est l'un des sujets les plus sous le feu de l'actualité. Très concrètement, on évolue nous, dans un cadre qui est de plus en plus réglementé. Hein. Il y a un agenda 2030, on a 17 objectifs de développement durable. En fait, ce sont tous les enjeux planétaires qui sont aujourd'hui cernés. La biodiversité, l'énergie, l'eau. Et nous, ça nous obligeait à avoir vraiment une prise de parole qui soit cohérente. Et le DAM, par la rigueur et notamment de la prise en charge des assets depuis le dépôt, après jusqu'à l'utilisation, nous permet d'avoir aujourd'hui cette prise de parole. En fait, quand on va puiser pour un discours, pour un message dans le DAM, le contenu est bon, le contenu est validé dans le fond et dans la forme. Donc nous, c'est un progrès énorme. C'est un progrès énorme. On a une feuille de route depuis le 20 septembre 2019 sur une transition écologique dite juste, pour reprendre les termes de la Commission européenne. Et du coup, on sait qu'en puisant dans le DAM, on n'aura pas des travers que l'on a eu parfois sur des interprétations ou des réinterprétations. Hein, on voit bien aujourd'hui les postures de tous les énergéticiens, notamment par rapport au conflit ukrainien. Chaque mot, chaque virgule est pesée. Hein. Et nous, le DAM est pour nous très précieux à ce niveau-là. Une dernière question. J'ai une question. Comment vous pilotez et vous adaptez vos contenus pour diffuser ou desservir différentes cibles en fonction de différentes, on va dire, contraintes locales par pays? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Alors, comment on fait ça? C'est une très très bonne question. D'abord, on ne peut pas tout piloter depuis Paris. C'est horrible, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la communication, elle est tellement différente. Je vais prendre un exemple très simple. Parce que nous, on est à la brand, on est vraiment à la marque. Hein, d'accord? On est dans la même équipe, brand content, hein, tout ça, CG en parallèle. Ce que je vais vous dire, ça va rester entre nous, hein, mais c'est très révélateur. Oui, je sais que c'est filmé, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Chaque territoire a sa culture, d'accord? Et chaque culture a une certaine forme et une certaine image de représentation du désir, d'accord? En marketing, ce qu'on cherche à faire quand on fait une campagne de publicité, c'est d'activer le désir. D'accord? C'est la famille Ricoré, on la trouve belle, ils sont gentils, ils ont de super enfants, ils boivent du Ricoré, je vais boire du Ricoré parce que je veux leur ressembler. D'accord?
Bon. On ne peut pas en vouloir aux Polonais d'aimer des publicités qu'avec des grands blonds aux yeux bleus plutôt que des gens d'Afrique. Voilà. Donc quand on fait une pub, forcément, on est obligé d'avoir des adaptations territoriales. Okay, ça, c'est culturel. Mais ça, c'est un culturel encore qu'on peut gérer, nous, en centrale. Mais le tone of voice entre l'Afrique, au Sénégal, même en Côte d'Ivoire, qui pourtant, on pourrait dire, non mais c'est quand même, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même langue déjà. Il y a le Wolof dans un cas, dans l'autre c'est une adaptation différente. Donc il y a des mots, tout ça on peut pas le gérer en centrale. En revanche, ce qu'on peut faire, et ça c'est ce qu'on fait, c'est de leur mettre à disposition des vidéos, des éléments de langage, des supports, des guidelines, des fonds photographiques, etc., qui vont leur servir. Ça on peut faire. D'accord ? On peut leur faire des inspirations sur des évolutions de consommation de médias. On peut leur faire plein de choses, mais on ne peut pas les faire pour eux. Ça, c'est pas possible. Ils sont obligés quand même de travailler en local, mais on donne effectivement à chaque fois, quand on fait des grosses... Par exemple, là, on a Orange Money qui est en fait notre système infrabancaire. En fait. C'est du système où en Afrique, on peut se payer entre soi en crédit de téléphone. C'est tout simple, voilà, tu me dois 1 euro, je t'envoie un SMS, je t'envoie 1 euro. Alors, ça marche pas, c'est plus compliqué. Mais en gros, je crédite ta facture téléphonique. Ce qui fait qu'à la fin, en Afrique, comme ils ne sont pas bancarisés, la facture de téléphone a fini par remplacer la banque. Bon, on a fait un gros refresh de brand sur tout ça en Afrique. On leur a fait des propositions de posts pour Insta, Twitter, etc. Voilà, mais après, c'est eux qui ont fait leurs adaptations. On peut pas le faire à leur place. Je pense qu'on arrive un peu à la conclusion de notre atelier. À nouveau, merci à tous les participants d'avoir assisté à notre atelier. Merci à nos intervenants, à Nathalie, à Barbara, à Rémi, à Stéphane. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de salon All for Content. Merci à toutes et tous.